Pouvez-vous préciser combien de temps j'ai? Je ne sais plus, 10 minutes, 12 minutes? 12 minutes, oui. 12 minutes. Voilà, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue à cette troisième et dernière journée de la troisième édition du Casa Business Law Forum, donc événement annuel dédié aux droits des affaires organisé par les éditions LexisNexis et son partenaire exclusif au Maroc, Icône Juris, qui a lieu cette année encore sous format digital. Nous sommes ravis de vous accueillir au cœur de cette dernière journée placée sous le signe de l'OADA et des investissements en Afrique. Vous aurez la possibilité tout au long de ce panel de poser vos questions aux intervenants via le chat situé à droite de votre écran. Nos intervenants y répondront à l'issue de leurs présentations respectives. Par ailleurs, n'hésitez pas à vous inscrire à notre atelier de formation de cet après-midi qui aura lieu de 14h à 16h et qui sera animé par Zineb Hamzi et Patrice Mouchon, avocats associés au sein du cabinet DS Hamzi Law Firm, sur le thème de la restructuration des entreprises au Maroc et dans l'espace OADA. Sans plus tarder, je passe la parole à Nesrine Roudan, associée gérante du cabinet Roudan & Partners, qui sera la modératrice de cette matinée. Merci. Merci Angélique. Bonjour tout le monde. Mesdames et messieurs, bienvenue à la troisième journée du Casa Business Law Forum 2021, organisée par LexisNexis et Icône Juris, que je remercie vivement pour leur confiance et leur engagement au sein de la communauté juridique au Maroc et en Afrique. La troisième journée du Casa Business Law Forum est placée, comme vous le savez, sous la thématique OADA. J'ai le plaisir aujourd'hui de parler de l'actualité 2020-2021 des investissements et des transactions en Afrique avec mes confrères Alain Fénéan, Achille Luanga, Thierry Loriol et Ali Bougrine. Avec mes éminents confrères, nous parlerons des actes uniformes d'OADA, de l'actualité des modes alternatifs de règlement des différends, notamment l'arbitrage en Afrique. Nous ferons un focus sur les spécificités et la complexité du contentieux extractif de l'arbitrage en Afrique et nous terminerons avec un zoom, sans jeu de mots, sur l'influence et le positionnement du Maroc. Cette matinée sera enfin clôturée avec une cérémonie de remise des awards récompensant les meilleures contributions éditoriales à la plateforme Lexis-EMA. L'OADA, ou comme vous le savez, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, est aujourd'hui l'une des expériences d'intégration juridique les plus réussies. Elle vise, comme son nom l'indique, l'harmonisation et la modernisation du droit des affaires en Afrique afin de garantir dans les États membres la sécurité juridique et judiciaire pour les investisseurs et les entreprises. Cette organisation panafricaine supra-étatique a été créée le 17 octobre 1993 et comprend aujourd'hui 17 États membres. Grâce à l'harmonisation de leurs droits des affaires, les 17 États membres de l'OADA bénéficient d'un arsenal législatif efficace et favorable au développement économique. La maîtrise de ce droit présente un intérêt pour les entreprises marocaines actives dans l'espace OADA. En adhérant à l'Union africaine et en effectuant une demande d'adhésion à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, dont le but, je le rappelle, est de promouvoir la coopération et l'intégration dans la perspective d'une union économique de l'Afrique de l'Ouest, le Maroc a montré sa volonté d'intégrer les espaces économiques africains de référence. Une adhésion du Maroc à l'OADA s'inscrirait donc dans cette stratégie de renforcement du cadre juridique avec les pays dont la majorité sont déjà partis de la CEDEAO et avec lesquels le Maroc développe déjà de plus en plus d'échanges commerciaux, mais poserait également la problématique de l'harmonisation avec la législation marocaine, poserait également la problématique de la souveraineté judiciaire marocaine et aussi linguistique. Je rappelle au passage que l'OADA aujourd'hui comprend 4 langues, à savoir l'anglais, le français, l'espagnol et le portugais. En tout état de cause, cette adhésion reste fortement souhaitable, notamment depuis l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf, à savoir le 30 mai 2019, et l'opérationnalisation de la ZLECAf à compter du 1er janvier 2021.
Je rappelle au passage que la ZLECAf a pour objectif pour les États membres l'élimination progressive des barrières tarifaires et non tarifaires au commerce des marchandises, la libéralisation progressive de commerce des services, la coopération en matière d'investissement, de droits de propriété intellectuelle, de politique de concurrence. Elle vise également la coopération dans le domaine douanier et dans la mise en œuvre des mesures de facilitation des échanges et bien entendu l'établissement d'un mécanisme de règlement des différends. La ZLECAf donc s'inscrit parfaitement dans la vision du roi Mohamed VI pour une Afrique intégrée et prospère. Et la conclusion de la phase 2 portant sur les protocoles relatifs à l'investissement, aux droits de propriété intellectuelle, à la concurrence et au commerce électronique est en cours pour une montée en puissance rapide. Tout cela, c'est pour dire que l'avenir, c'est l'Afrique et que l'harmonisation du droit des affaires en Afrique permettrait de garantir cette sécurité juridique et judiciaire tant espérée et tant recherchée. D'ailleurs, nous parlerons ce matin de l'arsenal législatif OHADA, qui découle principalement des actes uniformes pris par le Conseil des ministres dans différentes matières. Ces actes uniformes instaurent une législation commune aux États membres et régissent les matières identifiées comme faisant partie du droit des affaires. Les actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les États membres, nonobstant toute disposition contraire de droit interne, qu'elle soit antérieure ou postérieure. Mais attendez, mais que suis-je en train de faire? Je suis en train de vous parler des actes uniformes alors que nous avons avec nous aujourd'hui leur rédacteur même. Nous avons l'immense honneur d'avoir avec nous Maître Alain Fénéan, qui est entre autres le rédacteur de l'acte uniforme OHADA sur le droit commercial général, puis sur le droit de l'arbitrage, et plus récemment, l'acte uniforme sur les procédures collectives. Maître Fénéan a été et est toujours associé étroitement au développement de l'OHADA. Et à ce titre, il intervient en qualité de conseiller et de consultant d'organisations internationales pour la modernisation de l'environnement juridique des affaires. Je rappelle aussi, avant de passer la parole à Maître Fénéan, qu'il est avocat honoraire au barreau de Paris, et ce, après plus de 40 années d'expérience professionnelle, et qu'il se consacre principalement aujourd'hui à l'arbitrage et à la médiation. Sans trop tarder, Maître Fénéan, je vous cède la parole. Pouvez-vous nous parler un petit peu de ces actes uniformes que vous avez rédigés, que vous contribuez toujours à leur rédaction? Bien, chère Nesrine, je n'ai pas le plaisir et le bonheur de vous connaître, mais je vous félicite pour cette excellente présentation de l'OHADA. Vous avez tout dit, ou presque tout dit, je vous dirai un peu du reste. Et je remercie également LexisNexis de son intérêt pour l'OHADA et de son invitation à vous parler. Malheureusement, vous ne m'avez qu'en photo, dans des petits problèmes de connexion, mais je vais vous expliquer tout ceci, et je vous demande de retenir votre attention. Donc, l'OHADA, comme vous l'a dit parfaitement, Maître Roidam, est une institution, c'est aujourd'hui une institution incontournable du droit des affaires en Afrique. L'objectif qui a été fixé par ses fondateurs il y a 30 ans était d'apporter à l'Afrique une meilleure sécurité juridique et judiciaire. Effectivement, si nous nous replaçons dans les années 80, peu d'investisseurs voulaient travailler en Afrique. Le Maroc n'était pas présent vraiment dans le monde des affaires africain. Et cette absence était due à une mauvaise appréhension du droit applicable. On ne savait pas quels étaient exactement les textes applicables. Étaient-ce ceux qui étaient issus de colonisation française pour les pays qui étaient soumis, ou étaient-ce d'autres textes nouveaux mais qui n'étaient pas toujours entrés en vigueur? Il y avait un grand flou sur la législation africaine. Et ce sont des Africains eux-mêmes qui ont pris conscience de cette difficulté, qui ont décidé tous ensemble de créer un droit des affaires propre à l'ensemble africain. C'est une expérience tout à fait exceptionnelle dans le monde, puisque même en Europe, nous ne sommes pas arrivés à avoir un droit commun entre le droit français, le droit espagnol ou le droit anglais, enfin anglais n'en fait plus partie, en tout cas, ou le droit allemand des affaires. Et là, nous avons aujourd'hui un droit directement applicable dans 17 États d'Afrique subsaharienne, francophone, mais aussi lusophone ou hispanophone.
Alors, aujourd'hui, l'OHADA s'est fixé pour les années à venir, c'est ce qui nous intéresse, 3 axes stratégiques et puis plusieurs projets d'actes uniformes. Les 3 axes stratégiques, c'est tout d'abord, donc c'est mon slide numéro 3, organiser la gouvernance de l'OHADA, accompagner les milieux économiques publics et privés dans la facilitation des affaires et promouvoir l'attractivité des investissements, et enfin renforcer le rayonnement international de l'OHADA. Organiser la gouvernance, eh bien, comme je vous l'ai dit, ce sont des institutions durables, puisqu'aujourd'hui, elles ont 30 ans, donc elles ont passé l'adolescence, et ce sont donc des institutions tout à fait matures. Et puis, ce sont aussi des institutions qui ont fait leurs preuves, puisque aujourd'hui, eh bien, les États, mais aussi les opérateurs économiques se déclarent très satisfaits de cette législation unique dans le domaine du droit des affaires pour les 17 États concernés par l'OHADA. Accompagner les milieux économiques, eh bien, c'est consolider, développer de nouveaux chantiers, de nouveaux actes uniformes, je vais vous en parler, développer les modes alternatifs que sont l'arbitrage et la médiation. L'arbitrage et la médiation sont très présents au Maroc. C'est une nouveauté pour l'Afrique subsaharienne depuis les actes uniformes. Et nous nous attachons à développer ces 2 modes de règlement amiable des litiges. Enfin, développer la modélisation contractuelle. Il y a un projet de banque des données des contrats au sein de l'OHADA, puis faciliter l'accès des milieux d'affaires par de nombreux séminaires et de nombreuses conférences qui sont organisées au sujet de l'OHADA. La présente conférence en est une. Enfin, renforcer son rayonnement international, c'est notamment, bien sûr, trouver une place pour l'OHADA dans le cadre de la SVECAF, Maître Roland vous en a parlé. Encourager le processus d'adhésion de nouveaux États. Actuellement, il y a un 18e État qui est le Burundi, une petite république d'Afrique centrale qui envisage très fortement et qui travaille actuellement pour l'intégration à l'OHADA, mais il y a d'autres projets. Et puis enfin, rendre accessible le droit au OHADA et d'être présent dans les grandes instances internationales. Alors, quels sont aujourd'hui les nouveaux actes uniformes? On vous dit, il y a 10 actes uniformes actuellement en vigueur sur toutes les matières du droit des affaires, droit des sociétés, droit commercial, droit de l'arbitrage, procédure collective, sûreté. Ces 10 actes uniformes sont tous d'ailleurs, figurent tous dans un ouvrage qui est un code, en fait, un code OHADA qui présente ces 10 actes avec leurs commentaires. Et il y a aujourd'hui plusieurs actes en gestation ou en projet pour les années à venir. Vous savez, une œuvre de codification, c'est avant tout bien rédiger des actes qui soient clairs, qui apportent une sécurité juridique, qui soient complets, qui soient précis, qui soient pertinents et qui correspondent à l'attente des opérateurs économiques. 3 actes actuellement envisagés, c'est mon slide numéro 4. Un acte sur le droit international privé, un acte sur les transactions électroniques et un acte sur la responsabilité sociétale des entreprises. Droit international privé, cet acte est en cours de rédaction, l'avant-projet est même aujourd'hui rédigé. J'ai le grand bonheur d'y participer avec l'associé du cabinet GBS d'Emmanuel Gaillard, qui malheureusement est un grand juriste français, international, même qui aujourd'hui est décédé en cours de rédaction de cet acte. Mais aujourd'hui, nous présentons cet acte au Conseil des ministres de l'OHADA. C'est un acte de droit international privé qui concerne donc tous les acteurs judiciaires, les acteurs extrajudiciaires et les opérateurs économiques. Son périmètre vise à unifier les règles de conflit de loi, de conflit de juridiction et de procédure civile internationale, c'est-à-dire leur connaissance et l'exécution des jugements. Donc, cet acte est très important pour un État comme le Maroc, qui a beaucoup d'activités avec l'OHADA, car les règles de conflit de loi, ça permet de dire, dans un contrat entre une entreprise marocaine et une entreprise de la zone OHADA, quelle est la loi applicable, le conflit de juridiction, quelle sera la juridiction compétente, et puis également de dire si un jugement est rendu dans au Maroc ou dans un autre espace, ou ailleurs, quelles sont les conditions de reconnaissance et d'exécution de ce jugement. Donc c'est un acte tout à fait essentiel pour le commerce international de l'OHADA. Cet acte a un périmètre. Son périmètre, c'est le droit des affaires, c'est-à-dire toutes les questions intéressant aux droits des affaires, à l'exclusion donc du droit des personnes, à l'exclusion du droit de la famille, à l'exclusion naturellement de l'arbitrage et de la médiation et des autres sujets qui sont déjà traités dans d'autres actes uniformes. Cet acte, je peux vous le dire, comporte environ 200 articles et il va suivre le processus habituel, c'est-à-dire qu'une fois l'avant-projet approuvé par le secrétariat permanent de l'OHADA va être transmis aux États pour leur
leur correction, leur modification, leur acceptation, puis soumis à une assemblée plénière des États de l'OADA et enfin adopté par le Conseil des ministres. Nous pouvons penser que d'ici fin 2022, cet acte entrera en vigueur, peut-être à la fin de l'année 2022. Le second projet est un projet sur les transactions électroniques. Lui n'est pas encore avancé, mais vous savez que le commerce électronique aujourd'hui prend une importance croissante, y compris en Afrique subsaharienne. C'est à la fois un acte qui doit régir les relations d'entreprise à entreprise, c'est-à-dire les transactions entre entreprises, d'entreprise à consommateur, entre une entreprise donc, et un individu, entre consommateur à consommateur, d'administration à entreprise, c'est-à-dire les transactions entre une entreprise et un gouvernement, notamment dans le cadre des marchés publics, et enfin, ce qui est important pour l'Afrique, de coopérative à coopérative. Aujourd'hui, le commerce électronique, je vous dis, est très présent. Le dernier accord de libre-échange entre le Maroc et les États-Unis consacre un chapitre entier au commerce électronique. Il y a de nombreux accords de partenariat dans ce domaine. Et en Afrique, il est essentiel que l'Afrique dispose d'un outil législatif sur ce commerce électronique. Le troisième sujet concerne la responsabilité sociétale des entreprises, c'est-à-dire l'ensemble des pratiques de mise en place par une entreprise dans le but de respecter les enjeux du développement durable, c'est-à-dire à la fois sur le plan social, sur le plan environnemental et plus généralement pour atteindre les objectifs de développement. Pour l'instant, ce troisième acte le projet n'est pas encore lancé. Objectif numéro 2, réviser le statut des juges de la CCJA et le règlement de sorte d'arbitrage. Le statut des juges de la CCJA est un statut épars qui tient dans plusieurs textes et on a identifié 5 ou 6 règlements différents. Et il est important d'avoir un seul statut. La CCJA, c'est la Cour commune donc, de justice et d'arbitrage, c'est la juridiction suprême de l'OADA, qui est à la fois une cour de cassation et une cour suprême en matière d'arbitrage. Elle règle, Cour suprême, j'entends, est à la fois une institution d'arbitrage, pardonnez-moi, une institution d'arbitrage et une cour de cassation. Et cette Cour commune de justice et d'arbitrage comprend conduit par des juges qui sont actuellement désignés par les États. Il y a aujourd'hui beaucoup de critiques qui ont été adressées sur le fonctionnement de la CCJA, mais c'est normal, c'est une institution nouvelle. Mais il était important de se pencher sur cette institution, de réfléchir à ce statut des juges, à leur donner peut-être plus d'indépendance vis-à-vis des États. Et ceci a conduit le secrétariat permanent de l'OADA à lancer en novembre dernier un appel à manifestation d'intérêt pour choisir un consultant, un cabinet de consultants qui sera chargé d'élaborer un avant-projet sur le statut des juges de la CCJA. Il en est de même du règlement d'arbitrage, du centre d'arbitrage donc de la CCJA. Après, aujourd'hui, ce centre a 20 ans de pratique, puisque depuis 2000, il est en fonctionnement et il est important de revoir le règlement de ce centre d'arbitrage en y ajoutant un certain nombre d'innovations, notamment s'agissant de l'arbitrage investissement qui a été introduit lors de la révision de la clé des formes sur l'arbitrage. Le troisième objectif tient à les procédures de recouvrement et de créances et des voies d'exécution. L'acte uniforme sur le recouvrement de créances et de voies d'exécution est entré en vigueur en 1998, donc il y a plus de 30 ans. C'est un acte qui est beaucoup utilisé parce que c'est une matière qui donne lieu à beaucoup de contentieux. C'est d'ailleurs la matière qui donne le plus de contentieux devant la CCJA. Et il est important aujourd'hui de redéfinir un certain nombre d'objectifs pour cet acte et de réécrire un certain nombre de dispositions. Donc là encore, un appel à manifestation d'intérêt pour la révision de la FRVE a été lancé en septembre dernier et les travaux sont en cours. Enfin, quatrième objectif, je vous êtes là-dessus, la révision du traité pour l'adapter aux nouveaux enjeux. Alors ça c'est intéressant parce que le traité de l'OADA, qui date de 1993, est la pierre fondatrice de l'OADA. Il a été révisé en 2010, mais il y a eu quelques retouches. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il faut repenser ce traité au regard d'une part de l'évolution de cette zone économique africaine, de la ZLECAf, afin d'en faire le pilier du droit des affaires dans la ZLECAf,
mais aussi afin peut-être d'accueillir de nouveaux États. Et bien sûr, là, je pense, comme Nesrine, au Maroc, sur un statut de membre, ce qui peut être compliqué, mais peut-être un statut d'État associé à l'OADA. Et là, nous savons qu'il y a beaucoup de demandes, que ce soit du Maroc, de la Mauritanie, de Madagascar ou d'autres États, ou de l'Angola, qui sont d'autres États limitrophes de l'espace OADA. Et il faut penser peut-être à ce statut. Il faut penser également à introduire notamment la médiation, qui est un acte uniforme, mais qui n'est pas prévu par le traité. Il y a un certain nombre de choses à repenser à la lumière de ces 30 ans d'expérience de l'OADA. Et il est bon que ce traité soit mis à jour à la lumière de cette activité. Voilà, tout ce que je peux vous dire pour l'instant sur la révision des actes uniformes, sur leur mise à jour, ou sur les nouveaux actes uniformes. Comme vous voyez, nous avons encore beaucoup de chantiers devant nous, beaucoup de travail, et je vous invite à être attentif à cette évolution. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Maître Fainéant, pour ces explications extrêmement claires, extrêmement cohérentes. C'est vraiment un honneur de vous avoir avec nous aujourd'hui et d'avoir un inside information de toute l'actualité OADA, notamment concernant les actes uniformes. Merci beaucoup. Nous avons un programme très riche aujourd'hui et comme vous le savez, l'OADA, c'est une organisation supra-étatique, panafricaine, et que dont son fonctionnement institutionnel, elle est dotée de 5 structures. De 5 organes, pardon. Ces organes étant la conférence des chefs d'État et de gouvernement, le Conseil des ministres, le secrétariat permanent, l'école régionale supérieure de la magistrature, dont vous avez parlé, Maître Fainéant, et également la CCJA, la Cour commune de justice et d'arbitrage. C'est dire la place qu'occupe la problématique de règlement des différends pour justement essayer de garantir cette sécurité juridique et judiciaire pour les investisseurs et les entreprises. Pour en parler aujourd'hui, nous avons avec nous Maître Achille Nwanza, qui va nous parler justement de l'actualité du droit de l'arbitrage en Afrique. Avant de lui céder la parole, je rappelle que Maître Achille Nwanza est docteur en droit et il est titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat au barreau de Paris. Il enseigne le droit de l'arbitrage dans les universités européennes et africaines. Il intervient aussi régulièrement dans les conférences internationales comme aujourd'hui. Il est aussi l'auteur de plusieurs publications, dont l'ouvrage sur le contentieux extractif, dont on parlera un peu plus tard, qui a été publié sous sa co-direction. Par ailleurs, Maître Nwanza tient une chronique de jurisprudence en droit de l'arbitrage OADA et il est par ailleurs le gérant associé du cabinet Jus Africa. Sans trop tarder, Maître Nwanza, pouvez-vous nous parler aujourd'hui de l'actualité de l'arbitrage en Afrique? Quoi de neuf? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça bouge? Alors, bonjour Nesrine. Une fois de plus, je remercie LexisNexis de me faire l'amitié de l'invitation pour ce Casablanca Business Law Forum. La Covid nous oblige à nous voir sans nous toucher. À nos grands regrets, on avait bien espéré qu'on aurait tous l'occasion de manger un bon couscous tagine. Hélas, on va juste s'en délecter virtuellement. Alors, s'agissant du thème qui m'est choix de présenter, l'actualité de l'arbitrage, d'abord, en Afrique, il faut dire qu'il y a des Afriques de l'arbitrage. Et pour ne pas trop embrasser mal étreindre, autant je vais principalement parler de l'espace OADA que je me permettrai, autant que faire se peut, quelques excursions sur les autres régions de l'Afrique. Quand on évoque le sujet de l'actualité du droit de l'arbitrage en Afrique, d'abord, il faut se dire que l'actualité, elle doit se décliner à 3 niveaux. Au niveau législatif, est-ce qu'il y a des nouveaux textes? Au niveau de la pratique, est-ce qu'il y a des nouvelles manières de conduire les procédures arbitrales? Et au niveau jurisprudentiel, est-ce que les juridictions étatiques, voire arbitrales, dans les décisions qu'elles ont rendues, elles ont fait bouger les lignes ou affiner certains points du droit de l'arbitrage? Alors, de ce point de vue, 2 éléments vont retenir l'actualité en réalité. 2 éléments parce qu'ils s'imposent à nous de manière brutale. La preuve, nous avons une conférence virtuelle
c'est d'abord l'arbitrage aujourd'hui en Afrique et la COVID-19. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Mais ensuite, je ferai un point d'honneur à parler de 3 affaires très importantes de mon point de vue sur l'évolution de la pratique de l'arbitrage dans l'espace OHADA en termes de jurisprudence. Parlons donc d'abord sur le premier point de la question de l'arbitrage et la COVID-19 en Afrique. A priori, on pourrait croire qu'il s'agit d'un thème éculé tant on a eu des discussions. Mais en réalité, quand on parcourt bien les choses, on voit que ça et là, il y a eu des lignes qui ont bougé. Alors, pour bien cerner la question de l'arbitrage de la COVID-19 en termes d'actualité, je vais m'arrêter sur 2 axes essentiels. La réforme des textes, donc pour voir qu'est-ce que les législateurs ont pu faire face à l'avènement de la COVID pour que l'arbitrage continue à se pratiquer plus ou moins aisément. Et ensuite, comment la pratique s'est adaptée à cette nouvelle donnée. Sur le plan normatif, 3 éléments essentiels. D'abord, quelle a été la réaction des législateurs nationaux ou régionaux? Ensuite, qu'est-ce que les institutions d'arbitrage ont fait dans leur règlement? Et enfin, est-ce qu'on a vu l'essor d'une certaine soft law? Sur le plan des législateurs nationaux ou régionaux, on n'a pas vu grand-chose dans l'espace OHADA ou même de manière générale dans les pays africains sur l'arbitrage. En réalité, il faut dire que la plupart des décisions qui ont été prises à l'échelle régionale ou internationale concernaient globalement le fonctionnement de la justice. Et c'est donc dans ce cadre-là qu'on pouvait trouver des dispositions de nature à influencer la justice, notamment tout ce qui a été fait au niveau de l'aménagement des délais de prescription, des délais de saisine des juridictions. Et de ce point de vue, pour ce qui est de la prescription principalement, outre les décisions qui ont été prises par les législateurs internes tels qu'en Côte d'Ivoire, au niveau de l'espace OHADA, le président de la CCJA a pris une décision pour rallonger les délais de procédure et entraîner leur suspension. Par conséquent, aujourd'hui, le délai pour engager un recours en annulation contre une sentence, avant qu'on ne sente que avant la première phase de la grande crise où il y a eu la fermeture complète des frontières, cette décision permettait d'engager un recours en annulation dans des délais beaucoup plus longs que ce qui était prévu. Donc, pour la CCJA, le délai est de 2 mois à compter la notification de la sentence par le secrétaire général de la CCJA, des sentences rendues par de la CCJA, bien entendu. Le délai est étendu. Pour les autres sentences, le délai, c'est 1 mois à compter de la notification de la sentence expurgée. Outre le fait qu'il y a des délais de distance qui sont déjà prévus par les règlements de la CCJA, là, le président de la Cour commune de justice d'arbitrage a mis en place un dispositif qui permettait d'apprécier, parce que tout simplement, DHL ou toutes les autres sociétés de messagerie rapide, EMS, Chronopost et tout le reste, n'arrivaient pas à délivrer les dossiers de manière rapide. Or, pour ces procédures-là, malheureusement, au niveau de l'OHADA, il n'y a pas encore la possibilité, on y reviendra tout à l'heure, d'engager une action par voie électronique. Mais on y reviendra tout à l'heure. Alors, le point sur lequel les législateurs nationaux ont plutôt fait les choses, c'est qu'en fait, devant un certain nombre de juridictions internes, la saisine peut se faire aujourd'hui par voie électronique. À l'occasion de la loi de modernisation de la justice en avril 2020, le législateur béninois a introduit un texte selon lequel l'action en justice aujourd'hui pouvait se faire par voie électronique. Par ricochet, la saisine d'un juge d'appui ou d'un juge du contrôle dans le cadre du contentieux de l'annulation ou du contentieux de l'exécution d'une sentence peut être faite dorénavant au Bénin par voie électronique. Avant la COVID, la possibilité était déjà prévue devant les juridictions commerciales et mise concrètement en œuvre devant le tribunal de première instance de Lomé. À Abidjan, on ne peut pas encore saisir les juridictions commerciales par voie électronique, mais le reste de la procédure peut se faire par voie électronique. Donc,
De ce point de vue, il y a eu certes des réformes législatives, mais qui n'étaient pas directement dirigées vers l'arbitrage, mais qui ont eu quand même des incidences. S'agissant maintenant de la réforme des règlements d'arbitrage, là encore, très peu de règlements d'arbitrage ont été révisés. On peut simplement dire qu'aujourd'hui, la Cour d'arbitrage du Togo va engager un processus dans ce sens et qui va prendre en compte toute la problématique sur laquelle je reviendrai de l'électronique en raison de la COVID. Au niveau du Cameroun, il y a eu une révision du centre de médiation et d'arbitrage du GICAM, donc du groupement patronal du Cameroun, en 2019, qui fort heureusement avait anticipé la nécessité d'adopter la procédure électronique lorsque les circonstances le requéraient. Alors, on doit quand même évoquer la réforme du règlement CCI, non pas parce que c'est un règlement en Afrique, mais parce que pour un certain type de contentieux, notamment le contentieux international, entre sociétés privées, locales, sociétés étrangères, ou alors généralement européennes ou, disons, venant d'Occident, c'est généralement la CCI qui est saisie et pour beaucoup de contrats d'État entre État et investisseurs. Par conséquent, la réforme de ce règlement, bien qu'il ne soit pas africain, a une incidence qu'on va évoquer tout à l'heure sur la pratique de l'arbitrage en Afrique, puisque dans certaines de ces affaires, le siège de la procédure est en Afrique. Par conséquent, le recours en annulation est exercé devant les juridictions africaines. Ensuite, on a par exemple le règlement d'arbitrage qui a été révisé cette fois-ci en 2021 de la branche nigérienne du Charter Institute of International Arbitrators, qui lui, par contre, a pris en compte complètement l'utilisation de l'électronique pour permettre que, dorénavant, la procédure puisse totalement être dématérialisée. Enfin, sur la SAFLO. Sur la SAFLO, que peut-on dire? Pourquoi SAFLO? Parce qu'à l'occasion de l'avènement de la crise de la COVID-19, l'Académie africaine de l'arbitrage a adopté un protocole pour les audiences virtuelles. Je parle de SAFLO parce qu'il ne s'agit pas d'une organisation internationale. C'est une société savante, comme on en a plusieurs à travers le monde en matière d'arbitrage. Et elle a élaboré un protocole qui, justement, visait à combler le fait que dans beaucoup de législations nationales, tout comme dans certains règlements d'arbitrage, les textes étaient silencieux. Donc, depuis le troisième trimestre 2020, on a un protocole sur les audiences virtuelles, à charge maintenant pour les parties de choisir de l'appliquer ou pas, puisqu'il ne s'agit pas d'un texte de droit positif. Alors, à partir de ce cadre normatif, que peut-on retenir s'agissant maintenant de la pratique? En réalité, comme partout dans le monde, l'Afrique n'a pas été spécialement en marge. On a généralisé les audiences virtuelles. Cette généralisation des audiences virtuelles a été simplement commandée par les circonstances. Alors, évidemment, cela postulait que les centres d'arbitrage qui n'avaient pas d'équipement s'équipent, puisque dans la pratique des autres centres d'arbitrage internationaux tels que la CCI, par exemple, c'est les parties elles-mêmes qui mettent en place l'arbitrage. En revanche, au CIRDI, le CIRDI lui-même a déjà l'équipement et, en règle générale, bien avant le Covid d'ailleurs, 69% des audiences au CIRDI se font par voie virtuelle. Évidemment, pour des questions de coût et parce que l'outil technologique est totalement sécurisé par le CIRDI. Et c'est là que viennent les problèmes qu'il convient d'évoquer aujourd'hui concernant la pratique des audiences virtuelles en Afrique. D'abord, la première, c'est la fracture numérique. Le niveau d'équipement n'est pas toujours le bon. Donc, quelquefois, on peut avoir une audience où on a des coupures, où le son n'est pas très bon, ça peut arriver. Mais au niveau de la fracture numérique, deux problèmes majeurs se posent. Le premier concerne le consentement des parties. Lorsque vous n'avez pas un règlement d'arbitrage qui octroie expressément au pouvoir une juridiction arbitrale composée d'un arbitre unique ou d'une formation collégiale, le pouvoir d'imposer une audience virtuelle, la question est parfois épineuse lorsque l'une des parties refuse de participer à l'audience virtuelle pour diverses raisons, parfois de bonne foi, parce qu'elle n'a pas l'outil qu'il faut,
parfois de mauvaise foi, à des fins dilatoires. La question se pose. Et la question se pose d'autant plus que, justement, le protocole des audiences virtuelles que j'ai évoqué tout à l'heure, lui, pose comme condition sine qua non le consentement de toutes les parties. Ce qui veut dire que, aujourd'hui, si d'aventure une procédure arbitrale était engagée et que vous avez un juge étatique saisi d'un recours en annulation pour violation du procès équitable, parce que l'un dit, moi, je n'avais pas la capacité réelle à participer à une audience électronique, on me l'a imposé, alors, si ce juge s'inspire du protocole des audiences virtuelles, la sentence peut encourir annulation. Le problème va encore plus loin. Le règlement CCI, tel qu'il a été révisé en octobre et entré en vigueur au 1er janvier 2021, confère expressément ce pouvoir au tribunal arbitral. Qu'en sera-t-il si d'aventure une loi nationale disait à titre impératif le contraire et que le siège de la procédure ou la sentence doit être exécutorée dans ce pays? Il appartiendra forcément au tribunal arbitral de faire preuve d'une certaine délicatesse dans le maniement de cette règle, à savoir imposer l'audience virtuelle. Et puis le troisième point, la protection des données personnelles. Outre le fait que dans un bon nombre de pays, les législations ne sont pas claires ou parfois muettes sur cette question, encore faudrait-il que le mécanisme technique mis en place garantisse totalement la confidentialité des échanges. Or, ce qu'on a vu dans certaines procédures, c'est que parfois, on a juste une licence Zoom et qui n'a pas forcément toutes les protections requises. Souvent, on prend une licence Zoom, on fait l'audience sans même s'assurer qu'on a la version protégée. Qu'en est-il donc de la conservation des données une fois qu'on les a mis dans cette base de données? Qui l'assure? Et si on demande au centre d'arbitrage de mettre en place des outils les plus performants, qui le finance? Est-ce que les parties supporteront, accepteront de payer plus cher pour un système plus protégé? Voilà tant de questions aujourd'hui qui sont en débat et sur lesquelles la pratique est en train de réfléchir pour trouver les solutions idoines. Je ne voudrais pas donner l'impression qu'on est sur une note négative parce que quand même, globalement, beaucoup d'audiences virtuelles et de procédures se sont déroulées sans problème, mais il n'en demeure pas moins que quelquefois, les questions que je soulevais suscitent pas mal de débats au point où il y a quand même matière à s'interroger. On dirait plutôt que comme Carbonnier, c'est la main tremblante qu'il faut manipuler ces instruments lorsqu'on est en présence d'un cadre normatif qui n'est pas suffisamment précis pour garantir qu'on n'aura pas des actions visant soit à empêcher l'exécution de la sentence, soit à l'annuler lorsqu'on a mis en place un processus virtuel alors que l'une des parties n'était pas totalement consentante ou alors si elle ne l'avait pas. Et petit clin d'œil à la justice étatique, on relèvera qu'un rapport du CNB, Conseil national des avocats, est opposé au fait qu'on nous impose des audiences virtuelles dans le cadre de la justice pénale. C'est dire combien la question, même au-delà de l'Afrique, reste controversée et donc nécessite un traitement avec une certaine délicatesse. Voilà en gros comment la crise du Covid aujourd'hui pèse sur l'évolution de l'arbitrage. En termes de statistiques, la situation est contrastée. Contrastée parce que lorsqu'on regarde les statistiques 2020 de la CCI, elles sont en augmentation et dans le rapport des statistiques CCI, il est clairement indiqué que cela s'explique par deux raisons. Les contentieux nés du fait de la COVID et les actions engagées après la COVID, tout simplement parce que lors de la fermeture des frontières, on ne pouvait rien faire. Et dans ces statistiques, l'Afrique continue à progresser, ce qui veut dire que la COVID n'a pas forcément ralenti le processus au niveau des actions. En revanche, dans les centres d'arbitrage locaux, la situation était quelque peu différente. Non pas que la COVID n'ait pas créé des litiges ou qu'il n'y ait pas eu des actions qui étaient suspendues du fait des difficultés de saisine, mais en réalité, le problème majeur aujourd'hui, c'est celui du financement de la procédure. Or, quand on voit les enjeux financiers des actions qui sont engagées en arbitrage, très peu d'entre elles sont éligibles à un financement par un tiers financeur. Ce qui veut dire que beaucoup d'actions, les parties préfèrent transiger, parfois avoir un accord vraiment au rabais,
même s'il est coutume de dire qu'il vaut mieux un bon accord, un mauvais accord qu'une bonne sentence difficile à exécuter, il n'en demeure pas moins que la question se pose aujourd'hui au niveau des finances et c'est ce qui peut justifier à certains égards le fait que les statistiques des centres d'arbitrage de l'espace WADA, par exemple, n'aient pas explosé ou au contraire étaient en stagnation, voire en diminution à la fin 2020. En 2021, la situation a semblé s'améliorer, mais faute d'avoir pu obtenir les statistiques de beaucoup de centres parce que justement, nous n'avons pas encore clôturé l'année 2021, il n'en demeure pas moins que l'année est plutôt meilleure que celle de 2021 globalement. Alors, c'est dans ce contexte que la CCJA a dû rendre un certain nombre de décisions. S'agissant de la CCJA, d'abord le premier point sur son actualité jurisprudentielle, avant de parler même du fond des décisions, il convient de relever, Alain Fénéon a indiqué tout à l'heure que l'acte uniforme sur l'arbitrage et le règlement d'arbitrage CCJA ont été révisés en 2017. Il fallait voir si les fruits de la réforme ont tenu la promesse des fleurs dans la pratique. Au niveau des délais de traitement des recours en annulation, 6 mois pour une sentence rendue devant la CCJA, avant la COVID, tous les arrêts portant sur ces questions, le délai était respecté. Après, je ne reviendrai pas dessus, j'ai indiqué que le président de la CCJA avait rendu une décision qui permettait de prolonger les délais pour tenir compte des difficultés de communication, puisque, là encore, l'action est introduite par voie dactylographiée et non par voie électronique. Maintenant, sur les décisions. Je vais m'arrêter sur 4 décisions qui, de mon point de vue, sont d'un enjeu majeur. D'abord, la première, elle tient à la pratique de l'arbitrage, notamment la rédaction des clauses compromissoires. Beaucoup de clauses compromissoires qu'on voit dans l'espace OHADA sont rédigées souvent sans qu'on ne précise la nature de l'arbitrage. On dit les parties vont recourir à l'arbitrage. Est-ce un arbitrage institutionnel? Est-ce un arbitrage ad hoc? C'est la question qui est souvent posée. Et en 2020, la CCJA a rendu un arrêt digne d'intérêt. En fait, dans cet arrêt, la CCJA se prononce très clairement en faveur de l'arbitrage institutionnel en présence d'une clause qu'on dit blanche, c'est-à-dire qui ne détermine pas le type d'arbitrage. Et le fondement de la décision de la CCJA, c'est la loyauté procédurale, telle que consacrée par l'article 14, alinéa 4 de l'acte uniforme, depuis 2017, et article 16, alinéa 2, dans le règlement d'arbitrage CCJA. En l'espèce, qu'est-ce qui se passe? Les parties ont une clause d'arbitrage branche, l'une d'elles saisit la CCJA se déclare incompétente parce que la clause d'arbitrage ne la désigne pas. Puis par la suite, la CCJA, non, la partie qui était défenderesse à l'arbitrage lorsque la CCJA a été saisie, saisit le centre d'arbitrage de la Chambre de commerce du Mali et ensuite, lorsque l'action est engagée, la partie qui était demanderesse dans l'arbitrage CCJA conteste la compétence de ce centre et quand la sentence est rendue contre elle, elle en demande l'annulation parce que le tribunal arbitral d'appel n'avait pas compétence. Cette action est rejetée par les juridictions maliennes et elle intente un pouvoir de la CCJA. Et la CCJA a une motivation très intéressante. Pour rejeter le pouvoir, premièrement, la CCJA dit ceci. Dès lors que la partie demanderesse au pourvoi avait intenté un arbitrage institutionnel devant elle, elle ne peut pas reprocher à son contradicteur d'avoir tenté un arbitrage institutionnel puisque elle-même considérait que cette clause d'arbitrage emportait possibilité de saisir un centre d'arbitrage. Deuxièmement, elle dit il n'est aucunement établi que la partie qui invoque aujourd'hui le renvoi à l'arbitrage ad hoc en présence de clause blanche, elle n'a entamé aucune démarche démontrant qu'elle voulait faire un arbitrage ad hoc. Or, il est établi que une juridiction arbitrale devait forcément trancher ce différend. Par conséquent, c'est fait. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette motivation de la CCJA? Premièrement, c'est qu'elle fait, et comme l'a relevé Jacques Mess commentant cette décision,
d'une certaine manière, elle consacre l'estoppel. À partir du moment où vous avez fait un choix et que votre contradicteur s'est fié à ce choix, vous ne pouvez pas revenir. La clause était blanche, vous avez choisi l'arbitrage institutionnel, la CCJ a déclaré compétent. Si un autre centre d'arbitrage, lui, se déclare compétent, dès lors que vous aviez choisi un arbitrage institutionnel, vous devez être conforme à votre choix précédent. Mais bien plus, la décision de la CCJ n'est pas sans rappeler, dans cette affaire Vivo, celle qu'elle avait déjà rendue en 2013 dans l'affaire CMDT. En l'espèce, pour annuler une sentence de compétence, la CCJ avait également invoqué le déni de justice, mais d'une certaine manière, l'estoppel. Qu'est-ce qu'elle avait dit? À partir du moment où une des parties avait obtenu l'annulation des décisions étatiques sur le fondement d'existence d'une clause d'arbitrage, et qu'aujourd'hui, on ne peut donc plus saisir les juges étatiques en raison de l'autorité de la chose jugée de décision malienne, et que l'autre partie engage une procédure d'arbitrage, elle est mal fondée aujourd'hui à indiquer l'inexistence d'une clause d'arbitrage. Elle est liée par le fait que précédemment, elle a obtenu l'incompétence des juridictions nationales sur le fondement de l'existence de la convention d'arbitrage. On voit donc à travers cette affaire Vivo que la CCJ a mis un point d'honneur à l'efficacité des conventions d'arbitrage, mais bien plus, elle procède à la police procédurale dans la mesure où, pour établir la faveur à l'arbitrage institutionnel en présence d'une clause blanche, elle ne rend pas une décision de principe, elle s'appuie sur le comportement des parties. En cela, on ne peut que saluer la décision qu'elle a rendue. La deuxième affaire qui est encore digne d'intérêt, c'est l'affaire accord contre Togo. En l'espèce, on avait à nouveau une clause pathologique, c'est-à-dire la clause d'arbitrage, la clause de règlement des différends, prévoyait une tentative amiable préalable de médiation et en cas d'échec, les parties pouvaient saisir les arbitres uniquement pour l'interprétation du contrat. Donc, on avait là une clause de règlement des différends qui limitait la compétence de l'arbitre à une certaine catégorie de litiges. Sur la base de cette clause, le groupe accord a engagé un arbitrage à la CCI, puisque la clause soit renvoyée à la CCI. Et le Togo, qui avait des réclamations par rapport à la non-réalisation des investissements tels que prévus par la clause compromissoire, par le contrat, pardon, a saisi les juridictions étatiques et les juridictions togolaises ont fait droit à l'action, estimant que le groupe accord n'avait pas fait les investissements prévus et n'avait pas respecté un certain nombre de clauses du contrat et a condamné le groupe accord. La décision est confirmée en appel et la CCJ est saisie. La CCJ a cassé cette décision sur le fondement de l'effet négatif du principe compétence-compétence. Elle dit que dès lors que le groupe accord avait allégué l'existence d'une clause compromissoire, les juridictions togolaises devaient se saisir. Or, il est important de préciser ici que la question posée aux juridictions togolaises était totalement distincte du domaine de la clause compromissoire. Les juridictions togolaises se prévalaient de la violation du contrat et ne demandaient aucune question d'interprétation, demandaient simplement qu'on condamne le groupe accord pour violation de ses obligations et la clause compromissoire couvrait l'interprétation. On peut donc déduire de cette décision de la CCJA qu'il y a là une volonté de réaffirmer de manière forte la compétence prioritaire des arbitres, mais encore plus d'éviter les perturbations qu'il pourrait avoir entre une décision sur l'interprétation qui aurait des incidences sur l'exécution et une décision sur l'exécution qui n'est pas compatible avec la sentence arbitrale. Néanmoins, on peut s'interroger dans la mesure où la Cour d'appel de Paris et la Cour de cassation française ont rejeté le recours en annulation introduit par l'État togolais lorsqu'il a estimé que les arbitres qui avaient tranché le litige dans son intégralité, aussi bien sur l'interprétation que sur l'exécution, étaient allés au-delà de la portée de la clause de règlement des différends. S'il est vrai qu'on reconnaît tout de suite dans cette décision
la faveur arbitraire des juridictions françaises, on peut néanmoins s'interroger quand même quand on voyait la rédaction de la clause de règlement des différends à l'espèce. Et puis pour terminer, l'avant-dernière décision sur laquelle je voudrais m'arrêter, c'est l'affaire SGS contre l'État du Bénin. Alors en l'espèce, l'État du Bénin avait conclu un contrat pour des activités dans le port de Cotonou avec la SGS, Société Générale de Surveillance, et un litige est né. L'État du Bénin saisit, malgré l'existence d'une clause compromissoire, le tribunal administratif de Cotonou. La SGS demande un délai pour qu'elle puisse produire ses écritures, délai qui lui est refusé, et le tribunal tranche sur le fond, résilie le contrat. Parallèlement à ces actions, la SGS saisit la CCI, conformément à la clause compromissoire insérée dans le contrat, et ensuite, elle obtient une sentence qui non seulement une sentence sur la compétence, puisque le Bénin invoquait l'incompétence. La Cour d'appel de Ouagadougou, siège de la procédure, rejette la demande d'annulation de la sentence, mais la CCJ la casse. Et pourquoi la CCJ casse la décision? Au motif que la sentence rendue par les arbitres est contraire à une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Or, dès le 31 janvier 2011, la CCJ avait déjà décidé dans l'affaire Planor contre Atlantique Télécom que le principe de l'autorité de la chose jugée est d'ordre public international. Par conséquent, une sentence arbitrale ne peut pas être contraire à une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Ici, la décision réputée ayant acquis l'autorité de la chose jugée était le jugement rendu par le tribunal administratif de Cotonou simplement parce qu'il était assorti de l'exécution provisoire. Si l'on peut comprendre que le maintien de la sentence et un jugement exécuté par provision peut troubler le commerce juridique et la sécurité juridique, il y a quand même lieu de s'interroger, car la décision des juges béninois n'avait pas encore définitivement acquis l'autorité de la chose jugée. Elle est simplement assortie l'exécution provisoire. Que se passera-t-il si d'aventure, en cassation, cette décision était annulée? Est-ce à dire qu'on aurait donc le droit de faire un recours en révision contre la décision et annuler la sentence? Tout porte à y croire, la CCJ ne l'a rien dit. Et par ailleurs, l'article 32 de l'acte uniforme sur les voies d'exécution dit que l'exécution provisoire se fait au risque et péril du créancier qui se prévaut d'un titre exécutoire par provision. Ne fallait-il pas rester dans ce principe plutôt que de passer complètement à l'annulation? La décision de la CCJ n'est pas suffisamment précise ce point et a suscité diverses controverses. Pour ne pas abuser du temps qui m'est imparti, voilà globalement en gros ce que je pourrais brosser en quelques minutes comme actualité sur l'arbitrage. J'espère avoir répondu et je suis à la disposition des questions des participants. Je vous remercie pour votre aimable attention. Mille merci, Maître Luanza, pour cette approche holistique, académique, pédagogique. On sent l'approche du professeur en rappelant le cadre normatif, pratique et aussi jurisprudentiel. Ce fut très constructif. À présent, nous allons parler d'un autre aspect de l'actualité internationale. Je disais, nous allons parler d'un autre aspect de l'actualité internationale qui transforme les conflits inhérents à l'industrie extractive. Les facteurs de perturbation dans ce domaine peuvent être nombreux, tels qu'un contexte géopolitique agité, une crise environnementale, l'arrivée de nouveaux investisseurs sur le marché, et j'en passe. La conjonction de ces éléments peut être source de déstabilisation pour les investissements extractifs, avec pour conséquence un contentieux complexe et varié.
que ce soit entre les parties au contrat extractif ou entre les tiers au contrat et les parties au contrat. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Maître Thierry Loriol, qui nous expliquera les pratiques utilisées par des entreprises extractives, par les États hôtes, par les avocats et par les ONG. Tout cela pour maîtriser un peu plus les risques grandissants de l'activité extractive. Je rappelle, avant de lui céder la parole, que Maître Thierry Loriol est docteur d'État en droit et avocat au barreau de Paris et avocat associé au cabinet Jantet. Maître Loriol, à vous la parole. Merci, mon cher confrère. Est-ce que le son est bon déjà, parce qu'on a eu quelques problèmes techniques tout à l'heure? Tout est bon, vous entendez. Formidable. Formidable. Bien, je vous remercie pour cette introduction. Je tiens aussi à remercier les organisateurs de cette réunion et je me joins au regret de mon ami Achille, à savoir que j'aurais bien aimé également partager, à défaut de couscous, un tagine avec tout le monde à Casablanca. Mais ce n'est que partie remise. Je vais donc, en quelques minutes, dans le temps qui m'est imparti, vous parler d'un sujet très complexe, un sujet qui a fait l'objet de très nombreuses publications, dont une, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, sous l'égide d'Achille Nwanza sur le contentieux extractif en Afrique. Et auquel j'avais participé avec beaucoup de plaisir. Je pense que dans le temps qui m'est imparti, la vraie question à laquelle je vais essayer de répondre, c'est de savoir s'il y a une vraie spécificité de ce contentieux extractif sur l'Afrique et d'essayer d'en comprendre les caractéristiques particulières. Vous avez un plan que je suivrai plus ou moins en demeurant, mais en tout cas qui va nous permettre d'identifier un certain nombre de facteurs qui sont notoires et notables sur ce sujet-là. En toute hypothèse, avant même d'entrer dans le vif du sujet, il y a quelques positionnements économiques et juridiques qu'il convient d'avoir sur ce sujet. Le secteur extractif constitue un secteur clé de l'économie de très nombreux pays africains et va avoir un poids politique indéniable, se traduisant pour nous, juristes, par des normes juridiques d'exception et un traitement de son contentieux particulier. Alors, l'importance des ressources naturelles en Afrique, tout le monde le sait. Le continent, l'Afrique, possède à elle seule plus de 60 types de minerais différents, totalisant ainsi un tiers des réserves minérales mondiales. Je ne vais pas vous en faire la liste, mais elle est effectivement impressionnante. Le paradoxe, toutefois, est que bien que le continent soit un géant énergétique du fait de ses ressources, elle n'est que l'Afrique est ce qu'on pourrait dire un nain électrique en termes de consommation. Et c'est un vrai défi pour le continent. La population africaine équivaut à environ 17% de la population mondiale, mais ne consomme que 4% de l'énergie produite. Un autre élément de contraste, c'est celui de la part du secteur extractif dans les économies africaines. Cette dotation naturelle en ressources minières et énergétiques n'a cependant pas permis de profiter de façon globale aux économies des pays africains, sur le territoire desquels elle se situe. Certains parlent même de malédiction. Qu'importe, la réalité est bien celle du caractère ridiculement bas de la contribution des ressources naturelles à l'économie des pays africains. Alors, les ressources naturelles font l'objet de beaucoup d'attention sur le continent au niveau des normes, au niveau des conventions régionales. Vous avez sur l'écran quelques rappels de la complexité de certaines de ces conventions,
entre les différents pays africains, mais que beaucoup connaissent parmi vous. Mais il existe aussi un certain nombre d'initiatives régionales qui sont souvent financées par des organisations internationales et dont les résultats restent mitigés. Donc, vous avez cette base normative régionale qui est importante, qui contient des normes en matière de ressources naturelles. Par exemple, l'UEMOA, vous avez un code minier de l'UEMOA, la CEDEAO également a un certain nombre de dispositions relatives à l'exploitation de ces ressources minières. On le retrouve en Afrique centrale, en Afrique australe. Je voudrais prendre un exemple illustrant justement ce complément par des initiatives régionales avec l'initiative du ministère fédéral allemand de la coopération concernant 4 pays africains, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone. C'est un projet qui est en cours, qui a été initié en 2019 et qui se terminera l'année prochaine, en 2022. Certes, ces pays avaient déjà mis en place des réformes au sens où l'entend l'Union africaine et sa stratégie pour le secteur extractif, c'est la vision minière africaine, VMA, mais le secteur minier continue à souffrir d'un certain nombre de difficultés et essentiellement, pour ceux qui nous intéressent ici, nous ne parlerons que des difficultés juridiques, donc de cadres juridiques satisfaisants. Ce projet consiste entre autres à réformer le secteur minier dans les principes du respect de durabilité sociale, écologique et économique. Alors, ce qui est intéressant, c'est le complément que ces initiatives peuvent apporter en matière de normes juridiques dans le contexte de l'exploitation des ressources. Nous sommes dans un contexte que tout le monde connaît, je l'ai rappelé, vous l'avez sur l'écran, de souveraineté permanente des États africains sur leurs ressources naturelles. On ne va pas remonter à la déclaration 1803 des Nations Unies. Nous sommes dans un contexte également où il y a des systèmes de droit et des régimes d'exploitation qui sont particuliers. Il y a coexistence de plusieurs régimes sur le continent africain, régime régalien, domanial, avec également certains intérêts, certains éléments qui nous viennent de la coutume concernant certains minéraux et certaines exploitations. Le sujet donc va se poser au niveau national avec des normes nationales et au niveau régional avec des normes régionales, avec bien évidemment des sujets de télescopage potentiel, de conflit si l'on veut, ou d'ordre de ces différentes normes. Je vous parlais à l'instant du code minier de l'UEMOA. Le code minier de l'UEMOA va avoir une valeur normative supérieure au code minier des 8 États membres de l'UEMOA. Ce sont des contraintes, des considérations importantes à retenir. Il y a aussi énormément de refonte de l'ensemble de ces cadres, de ce cadre juridique. Et ça, c'est un point très, très important également à noter. Nous ne sommes pas dans une matière figée, nous sommes dans une matière qui évolue. Et on sent qu'à force d'évoluer dans un sens ou dans un autre, on arrive parfois à rater l'objectif ou à rater la cible. Aujourd'hui, il faut savoir que sur la totalité des pays africains, nous avons 17 pays qui sont engagés dans une refonte partielle, totale, de leur code minier ou de leur code pétrolier. Ce n'est pas rien. Et c'est un mécanisme ancien qui continue et qui continuera. Et ça montre justement ce côté un peu fragile que l'on peut retenir de ce cadre normatif, qui peut, et c'est pour cela que c'est intéressant de le mentionner ici, qui peut expliquer certaines particularités du contentieux extractif de l'arbitrage en Afrique. Alors, on va essayer de répondre à quelques questions, notamment quelle est la position des États africains
vis-à-vis de l'arbitrage et de la médiation. Alors, on a parlé du droit OHADA et l'une des conséquences de ces dispositions OHADA a été de transposer en droit interne le principe de validité de la convention d'arbitrage, mais également de la médiation. On a mentionné tout à l'heure l'acte uniforme en matière de médiation. C'est quand même exceptionnel de se rendre compte que nous sommes dans un contexte aujourd'hui d'unité de 17 pays africains par rapport à ce principe. C'est quelque chose d'exceptionnel qu'il faut également noter. Il faut noter le fait qu'on développe les recours à l'arbitrage et à la médiation dans les TBI et dans d'autres traités bilatéraux. Je rejoins complètement ce que dénonçait Achille Nwanza tout à l'heure lorsqu'il a parlé de mauvaise rédaction des conventions d'arbitrage. Et c'est vrai que l'on a trop souvent, nous sommes trop souvent en présence de conventions d'arbitrage qui ont été rédigées, on va dire, rapidement ou sans véritablement considération de leur mise en place ou voire de l'exécution des sentences qui pourraient découler de leur mise en application. Le contentieux extractif en Afrique a un poids important. Il y a beaucoup de dossiers d'arbitrage qui concernent ce secteur extractif. Il est intéressant de noter, au demeurant, que nous avons 35 États africains qui sont signataires de la Convention de New York et 45 de la Convention de Washington de 1965, la fameuse Convention CIRDI. Les arbitrages africains ont une part de plus en plus importante. Les arbitrages africains dans le secteur extractif ont une part majeure dans ce contentieux. Et là, on entend souvent quelque chose qui est une idée qui est très simple. Il y a une particularité de l'arbitrage extractif en Afrique. Il y a une particularité de l'Afrique. Alors, est-ce qu'il existe effectivement une spécificité de l'arbitrage extractif en Afrique? Très clairement, on peut, en tout cas en ce qui me concerne, on peut en douter. Il y a des spécificités, certes. Il y a un contexte politique qui est beaucoup plus marqué. Comme on l'a vu, l'importance du secteur par rapport au niveau de développement de l'État, par rapport à son économie, la durée des investissements, la question de stabilité politique se pose, c'est évident. Lorsque l'on parle d'un projet extractif, qu'il soit minier ou pétrolier, nous parlons d'un projet qui va durer sur des périodes assez longues. Nous avons des projets, lorsqu'ils fonctionnent, qui peuvent durer, et ce n'est pas exceptionnel, 50 voire plus d'années, singulièrement dans le secteur pétrolier, nous le savons tous. Donc, on est dans une problématique de temps, de durée, qui est essentielle pour la bonne compréhension de ce type de projet et de ce type de contentieux. Il y a des spécificités également dans l'arbitrage extractif concernant les demandes d'indemnité. Alors, forcément, la ressource représente une valeur importante. Et quand on en est privé ou quand on a un sujet de contentieux relativement à cette ressource, la demande d'indemnité est forte. Alors, il y a bien évidemment ici quelque chose qu'il faut noter, c'est que vous pouvez avoir des demandes fantaisistes, et Dieu sait si en arbitrage, on peut en avoir, et on en a régulièrement, où les parties, les avocats, et je sais de quoi je parle, ont tendance un peu à exagérer le trait et à demander des choses qui vont bien évidemment au-delà du dommage réellement subi par leurs clients, que ce soit des États ou des investisseurs au demeurant, mais il y a véritablement un mouvement d'exagération. Je ne citerai aucun État, aucun arbitrage en particulier, mais
cette année, j'ai pu observer que certains investisseurs, ou on pourrait parler beaucoup plus de spéculateurs, dans le secteur des ressources naturelles, n'hésitaient pas à réclamer des dommages équivalents à 2, 3, voire 4 fois le PIB de l'État dans lequel ils se trouvaient. Et c'est vrai que ça crée véritablement beaucoup de malaise. Cette exagération est très souvent indécente. Les types de clauses aussi sont des clauses intéressantes. Et je trouve que nous avons une plus grande variété avec l'Afrique que l'on peut retrouver ailleurs, tant au niveau des centres retenus, des contrats d'exploitation ou dans les lois minières et d'investissement. Achille, juste avant moi, rappelait certaines décisions tout à fait intéressantes où justement on a vu qu'il y avait dans certaines d'entre elles recours à des centres nationaux d'arbitrage en concours avec des centres régionaux ou internationaux. Et c'est aussi une réalité intéressante. Alors, quelles sont les problématiques juridiques que posent les contentieux relatifs au secteur extractif en Afrique? Alors, on retrouve un certain nombre de sujets qui sont des sujets balisés, qui sont connus. Nous avons des expropriations directes ou indirectes, des contraintes à résilier, changement de fiscalité, changement de cadre d'exploitation, avec la problématique des clauses de stabilisation, des clauses d'intangibilité, les conséquences de redressements fiscaux, l'imposition de taxes exceptionnelles. La durée, comme je l'indiquais, est un élément aussi important. On est dans une phase, ma pratique est une pratique qui est à la fois de mise en place de projets, de négociation de contrats et d'arbitrage international. Et on voit bien, et c'est ça qui est aussi très intéressant, on voit bien l'aspect rédactionnel et lorsqu'il atterrit en contentieux, les conséquences que la rédaction peut avoir dans le cadre de l'orientation du contentieux ou dans le cadre de sa résolution. On est dans une rédaction de contrat très spécifique, très particulière. On est dans un cadre où l'on renégocie. On est dans un cadre où le contrat de base est déjà important en termes de longueur, mais il est également important en termes de modification. On va l'amender, on va avoir des annexes. C'est quelque chose de très lourd. Et il faut aussi comprendre quelque chose d'essentiel, c'est que tous ces projets se construisent sur un risque. Lorsque l'on va arriver dans une phase initiale de projet, nous sommes en prospection, en exploration. Il y a un risque, le risque tout simple déjà de ne rien trouver. Si on ne trouve pas la ressource en quantité commerciale, il n'y aura pas d'exploitation, c'est-à-dire de production, de développement et de production. Donc déjà, tout cela représente un risque, mais il y a aussi le risque du calcul, c'est-à-dire que l'on va faire un plan de production, un plan d'exploitation à partir de certains éléments qui sont des éléments économiques. Tout simplement, et tout le monde le comprendra, quelle est la valeur de la ressource que l'on va effectivement extraire. Et par rapport à cette valeur attendue de la ressource, on va investir. Et l'on voit bien aussi une grande spécificité de ce secteur qui justifie aussi un certain nombre d'éléments de compréhension du contentieux d'arbitrage, c'est le fait que pendant une période qui peut être très longue, de l'exploration jusqu'à la première production, on ne fait que dépenser. On n'a aucun revenu. Et ça, c'est un point très important parce que même la production ne signifie pas toujours revenu. Il faut aussi transformer la ressource extraite. Donc, nous sommes bel et bien ici dans un contexte très, très particulier. Le traitement juste et équitable, les questions de compréhension, d'entente entre actionnaires, et puis, bien évidemment, l'environnement social, les droits de l'homme, très important, de plus important. Et puis, la corruption, en demeurant, on la trouve en Afrique comme on la trouve ailleurs. Moi, je n'ai pas trouvé une grande spécificité avec la corruption en Afrique, malheureusement.
Alors, la question de la propriété de la ressource est également un point essentiel à comprendre pour ces contentieux, parce qu'il y a des titres miniers, il faut comprendre ce qu'est un titre minier. On ne peut pas être propriétaire de la ressource sans avoir un titre minier, ou alors découlant de contrats comme les contrats de partage de production, où là, il n'y a pas de transfert d'un titre, mais où on est prestataire de service. Et ce contexte est parfois assez flou. Et on le voit notamment lorsque nous sommes en présence de ces réformes de code où il y aurait beaucoup à dire, c'est-à-dire que la tradition des codes était de viser essentiellement la phase de recherche et de production, et où on a tendance à la rendre beaucoup plus large en englobant d'autres phases qui peuvent être, dans certains cas, concernant l'Afrique au demeurant, des phases de transport, des phases de transformation, mais pas encore des phases de commercialisation. Il y a aussi un déséquilibre, il faut le noter, et ça on le retrouve, il se retrouve dans les contentieux. Il y a souvent des déséquilibres entre les forces en présence et parfois, au demeurant, ce que vous avez sur l'écran n'est pas très juste et j'ai trop souvent en faveur de l'investisseur, c'est pas le cas. Ça dépend des situations, ça dépend des ressources, ça dépend des projets. Donc ici, les problématiques sont là. Les enseignements que l'on peut en tirer. Alors, ce sont des contentieux d'importance pour les États africains. Clairement, ce sont des contentieux lourds, des contentieux longs, des contentieux coûteux. Et puis, il y a un préjudice d'image qui n'est pas à négliger. Lorsque l'on a, vous n'êtes pas sans savoir que les États africains lancent des opérations de séduction pour attirer des investisseurs chez eux, ça fait toujours tâche au tableau de faire remarquer que dans le même temps, il y a 3, 4, 10 affaires d'arbitrage en cours concernant des investisseurs qui sont passés avant eux. Le problème de l'exécution de ces sentences est un vrai sujet. Des solutions que l'on trouve, et ça c'est un point important, qui sont ou pas transposables en termes d'exécution en dehors de l'Afrique ou en dehors des États concernés. Et tout ceci, dans le temps qui m'est imparti, m'amène à déjà un élément de synthèse pour moi. On est déjà… Oui, voilà, très bien, très bien. Un élément de synthèse. Ce que je voudrais indiquer, c'est que je ne considère pas qu'il y a une vraie spécificité du contentieux d'arbitrage sur l'Afrique. Il n'y a pas d'élément juridique tangible qui me permet de conclure à cette spécificité. En revanche, il y a un vrai problème qui est posé par le développement important de ce contentieux extractif sur le continent africain. On est en train on tente d'apporter des solutions, de guérir, mais c'est-à-dire que le malade est déjà là. Quand on parle d'arbitrage, on parle très souvent de la mort d'un projet. Le projet n'existe plus. On est là pour compter les coûts. On n'est pas dans un contexte comme la médiation. On pourrait en parler, la médiation en matière extractive, à laquelle j'ai eu grand plaisir de participer, ça vous donne autre chose, une autre dimension que l'arbitrage dans ce secteur-là. Là, on a un projet qui est la plupart du temps terminé et l'on est en présence très souvent, comme l'a souligné Achille tout à l'heure, de conventions d'arbitrage qui sont mal rédigées. Mais j'irai même au-delà. On est en présence aussi de contrats qui n'ont pas été ficelés pour le long terme, qui n'ont pas prévu de l'adaptation naturelle qu'un contrat doit avoir. Nous parlons de choses aujourd'hui, Dieu seul sait ce qui va se passer dans 20 ans, dans 30 ans, et pourtant, quand on est juriste et qu'on doit rédiger ces contrats, on doit le prévoir. Et le drame de tous ces contrats, c'est que l'on doit prévoir aussi les difficultés, les problèmes qui peuvent survenir. Et très souvent, on a oublié, ou on a fait on a construit notre contrat avec une seule hypothèse, l'hypothèse que l'on va être en arbitrage. Donc, dès qu'il y a un problème,
et que le problème devient de plus en plus fort, ou une difficulté, on n'arrive pas à solutionner la difficulté, on passe à un problème qui devient de plus en plus important, au point, comme les histoires corses, qu'on oublie d'en connaître l'origine, et la seule solution que nous avons, c'est l'arbitrage. Et je pense que ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que les États, et heureusement, j'ai l'impression que c'est le cas, prennent de plus en plus conscience que pour essayer de guérir ce mal, qui est celui du développement de l'arbitrage sur le continent, il faut mettre de l'ordre et être beaucoup plus rigoriste dans le cadre juridique de l'exploitation de la ressource, pour avoir des éléments pérennes. Quand on parle d'exploitation, on parle de ressources naturelles, on parle de cette exploitation sur des durées qui sont longues, et donc il faut pouvoir avoir les éléments juridiques satisfaisants pour pouvoir s'adapter et adapter nos contrats de façon à ce qu'ils puissent durer sans tomber dans l'écueil du contentieux. Je vous remercie pour votre attention et je suis également à disposition de toute question que vous pourriez avoir sur le sujet. Mon cher confrère, je vous repasse la parole. Merci beaucoup, Maître Doriol, pour vos explications très claires, très pertinentes et qui complètent un petit peu toutes les interventions qui vous ont précédé, que ce soit celle de Maître Fainéant ou de Maître Achille. Maître Achille, lui, il a parlé, il a fait référence au fait que des fois, il vaut mieux avoir un mauvais arrangement qu'un bon procès. Vous avez parlé du malade et de la nécessité de prévenir, de la prévention avant de guérir, en prenant le temps qu'il faut pour bien rédiger ces contrats-là qui sont amenés à durer dans le temps, et puis aussi à explorer d'autres modes alternatifs de règlement des différends, notamment la médiation qui permettrait de maintenir les relations commerciales et de continuer à créer de la richesse et de la développer. À présent, last but not least, nous allons terminer notre panel avec mon confrère Ali Bougrine et nous allons faire un zoom sur l'actualité de l'arbitrage et des modes alternatifs de règlement des différends au Maroc. Et on va notamment parler de l'influence et du positionnement du Maroc dans cette Afrique qui bouge. Avant de commencer mon échange avec Maître Ali Bougrine, je voudrais rappeler que Ali Bougrine est associé au bureau UGCC depuis 2011, qu'il est l'associé gérant du GCC Africa. Il est spécialisé en contentieux et arbitrage, en fusion et acquisition, private equity et en droit des sociétés. Bien que Maître Ali Bougrine a une pratique qui est orientée en matière de contentieux et d'arbitrage, il a à côté une pratique pluridisciplinaire extrêmement riche puisqu'il intervient régulièrement en matière de structuration d'investissements internationaux, de contrats complexes, ainsi que dans le cadre d'opérations de fusion-acquisition. Détrompez-vous, malgré son apparence jeune, Maître Ali Bougrine, il a une expérience de plus que 20 ans et il exerce en France, aussi bien en France qu'à l'international, notamment au Maghreb et en Afrique, et cela via ses équipes au bureau de Casablanca, mais aussi le Desk Afrique. Maître Ali Bougrine, malgré ses nombreuses occupations aussi, il en fait un point d'honneur de veiller sur le développement de tout ce qui est pédagogique, que ce soit au Maroc, en France ou à l'étranger, et il intervient souvent pour l'animation de conférences comme celle que nous avons aujourd'hui en matière d'arbitrage, de fusion-acquisition et d'autres domaines de droit qui rentrent dans le cadre de sa pratique. Donc, nous terminerons, mon cher confrère, avec un petit échange sur le Maroc. Et j'ai quelques questions à vous poser. J'aimerais bien que vous m'apportez votre éclairage par rapport à ce point. Je commencerai par la première qui concerne le positionnement du Maroc sur la scène arbitrale africaine et pourquoi pas internationale. Oui, merci pour cette question et tout d'abord, bonjour chers confrères, bonjour à tous. Je suis honoré et ravi de pouvoir intervenir aujourd'hui dans le cadre de cette conférence à côté de mes éminents confrères. Je remercie également LexisNexis pour m'avoir donné cette opportunité d'intervenir aujourd'hui.
Pour rentrer dans le vif du sujet et pour parler de l'actualité de la pratique arbitrale au Maroc, qui est un sujet qui m'est cher, hein. Je suis avant tout un praticien avec une forte pratique orientée au Maroc. Et donc, en tant que praticien, je suis, je dirais, au premier rang pour être un observateur privilégié de l'évolution de la pratique arbitrale au Maroc. À titre liminaire, pour commencer, je souhaiterais, et je regrette, de pouvoir constater que les statistiques sur le sujet, pour se démontrer, pour se faire, je dirais, un avis totalement objectif sur le positionnement du Maroc, la pratique arbitrale au sein du Maroc, sont peu nombreuses. Et cela résulte du fait que les institutions marocaines d'arbitrage, les principales, et à mon grand regret, ne communiquent pas de statistiques précises ou ne mettent pas, à mon sens, de manière régulière leur site à jour, ou à défaut, n'éditent pas de rapport annuel sur le nombre de cas auxquels elles sont intéressées. Donc, dès lors, il convient de se référer aux statistiques qui sont disponibles, et c'est celles qui sont diffusées par les institutions d'arbitrage international, pour essayer d'évaluer le positionnement du Maroc au niveau de la scène internationale. Donc, si on se réfère aux statistiques émises par la CCI à Paris, pour l'année 2020, on recense déjà uniquement 3 demandeurs de nationalité marocaine et 3 défendeurs de nationalité marocaine. Pour cette même année, on a eu malheureusement la nomination d'un seul arbitre de nationalité marocaine sur quelques milliers de dossiers. Donc, il y a quand même une marge de progression notable sur ce sujet. Et il est aussi à regretter que le rapport annuel de la CCI ne mentionne jamais, en tout cas, le Maroc comme siège de l'arbitrage. Bon, c'est un portrait un peu, je dirais, sombre, hein, mais qui ne reflète pas en réalité la réalité et la dimension de l'augmentation de la pratique arbitrale au Maroc. En tant que praticien, moi, j'observe que les institutions marocaines d'arbitrage sont très dynamiques, qu'il y a un développement de l'arbitrage ad hoc sur le territoire marocain qui est très, je dirais, développé, et pour, je dirais, des opérations qui intéressent à la fois des PME et des ETI, comme parfois des grands groupes nationaux ou internationaux. Enfin, si on se réfère à d'autres études, et on peut se référer à une étude assez intéressante qui a été faite par l'University of London, la SOAS, sur l'arbitrage en Afrique en 2020, on regarde dans ces études régionales qu'en Afrique, il y a une prédominance de centres d'arbitrage tels le Caire ou Johannesburg en Afrique, mais ces propos doivent être nuancés parce que lorsqu'on regarde cette étude de manière un peu plus précise, on s'aperçoit que sur les 350 professionnels consultés, il y avait une dizaine de personnes qui se situaient en Afrique du Nord qui ont été sollicitées. Donc, ces propos doivent être nuancés. Ce qu'on peut constater néanmoins, c'est que cette étude, malgré la faible diffusion de ce questionnaire en Afrique du Nord, mentionne comme ville d'arbitrage, comme siège d'arbitrage, les villes de Casablanca, Marrakech et Rabat. Donc, en termes de positionnement, le Maroc, en tout cas, à l'échelon régional et africain, est vu comme une plaque d'arbitrage. Moi, en tant qu'observateur, je peux constater un développement colossal sur ces 10 dernières années de la pratique arbitrale et de médiation au Maroc. Il y a certes des progrès pour diffuser cette expertise, je dirais, locale et la retranscrire au niveau des institutions arbitrales internationales. Un dernier point est très rapide sur l'arbitrage d'investissement, un échelon supérieur. Que peut-on dire? Si on se réfère aux statistiques CRD, on peut constater qu'il y a 4 affaires en cours actuellement qui concernent le Maroc, dont une initiée en 2021. Sur les 4 affaires qui ont été précédentes, qui ont été terminées, qui concernaient le Maroc, un point intéressant, 3 se sont soldés par une transaction. Donc, on voit la tendance sur l'arbitrage d'investissement de finir par une transaction. Donc, c'est souvent un moyen pour les investisseurs
de mettre, je dirais, autour de la table les États pour parvenir à un accord transactionnel. Sur la partie arbitrage et arbitre, sur toute l'existence du CIRDI, on peut citer qu'il y a eu 13 nominations d'arbitres de nationalité marocaine, ce qui est tout à fait dans la moyenne, je dirais, internationale. Certes, très loin des leaders que sont la France, les États-Unis ou l'Angleterre, où on est à plus de 200, mais beaucoup plus importante que certaines nations européennes, telles que le Portugal ou la République tchèque. Voilà, donc tels sont à peu près, de manière totalement objective, le positionnement du Maroc sur la scène régionale et internationale. Je vous remercie. Donc, si je comprends bien, on va pas se baser sur les statistiques parce qu'elles ne sont pas réjouissantes, mais sur le ressenti du professionnel qui sont un développement de la pratique arbitrale au Maroc. Du coup, ma prochaine question, vous avez parlé de la CCI, vous avez parlé du CIRDI et des statistiques, et vous avez un petit peu déploré l'absence de communication des statistiques de la part des institutions arbitrales marocaines. Ma question toute simple, c'est quelles sont ces institutions aujourd'hui? Il y en a plusieurs institutions, et c'est ça qui est regrettable, parce que moi, en tant que praticien, je constate leur dynamisme, leur intervention, leur communication sur le marché local, leur nombre, et il y a, je dirais, une étape supplémentaire à franchir pour vraiment les placer au niveau régional. Mais sur le plan local, elles sont très présentes, elles sont très actives. Je vais vous citer, il y en a une dizaine, je vais vous citer, je dirais, les principales. Et vous avez déjà le Centre de médiation pour l'entreprise, qui est une entité de la CFCIM, qui est la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc. Vous avez le CIMAC, le Centre international de médiation et d'arbitrage de Casablanca, qui a été instauré par le CFC, Casablanca Finance City, et qui est un acteur et qui a vocation, je pense, à devenir un acteur régional très important et qui accompagne la place de Casablanca comme une place d'arbitrage en Afrique. Vous avez la Cour marocaine d'arbitrage également, qui est une cour ancienne, qui est présente. Vous avez aussi l'émanation, le bureau marocain de l'ICC Paris. Vous avez ensuite des institutions plus locales avec des institutions arbitrales, notamment celle d'Agadir, qui est aussi relativement dynamique. Parfait. Parfait. Et à côté de cela, comme vous l'avez dit, il y a un développement très très fort de l'activité d'arbitrage ad hoc avec des professionnels de plus en plus expérimentés et rodés à l'exercice. Et on l'a vu au cours de toutes ces années, le Maroc ne cesse de proclamer haut et fort ses ambitions africaines, et notamment en matière de l'arbitrage, pour en faire une place de l'arbitrage, que le Maroc, notamment le CIMAC, puisse concurrencer d'autres institutions régionales telles que le Corsica au Caire. Alors aujourd'hui, de par votre expérience en tant que praticien et par rapport au regard que vous portez sur la pratique et la jurisprudence arbitrale en la matière, est-ce que le Maroc est arbitration friendly? C'est une question qui est intéressante. Comment peut-on, de manière là encore objective, statuer ou émettre un jugement sur le caractère friendly ou non-friendly d'une place d'arbitrage? Il faut se référer au juge de l'exéquatur et au juge de l'annulation et de la jurisprudence qui est appliquée dans l'État concerné sur l'exéquatur ou la pratique d'annulation de sentences arbitrales. Si vous regardez au niveau de l'exéquatur une tendance générale à compliquer le process d'exéquatur en termes de complexité procédurale, en termes de délivrance de jugement d'exéquatur, en termes de rejet de l'exéquatur, si vous avez une majorité de décisions de rejet
ou de non-reconnaissance de sentence arbitrale, vous pouvez considérer que la place est non-friendly, que le juge national a une forme de défiance, ce qui n'est pas le cas au Maroc. J'ai fait avant cela un panorama des dernières, sur l'exercice 2020-2021, des dernières jurisprudences sorties en matière d'exéquatur au Maroc. Ce que je constate, c'est que dans l'extrême majorité, l'exéquatur est ordonnée. Ensuite, on pourra revenir sur la manière dont la procédure est menée, et notamment le caractère contradictoire de la procédure d'exéquatur, qui est fortement décriée et qui est encore décriée au regard des projets de loi sur l'arbitrage en cours. Mais on constate que le juge marocain, dans la plupart des cas, dès lors qu'il n'y a pas une violation manifeste de l'ordre public interne, accorde l'exéquatur. Au niveau du juge de l'annulation, qui est rendu par la cour d'appel, on a cette même tendance. Sur toutes les décisions que j'ai pu obtenir, parce qu'elles sont difficilement obtenables, je dirais, j'ai recensé une décision d'annulation de sentence, mais qui était à mon sens complètement justifiée, dans la mesure où la notification de la convocation des parties avait été faite à une adresse totalement erronée, violant ainsi les principes élémentaires du droit de la défense et à la partie concernée le pouvoir d'être utilement représentée. Et donc, il y a eu une annulation de la sentence, mais dans toutes les autres, on a maintenu la sentence, et ce qui démontre que les critères d'annulation sont appréciés de manière totalement stricte par la Cour d'appel, et qu'on a une tendance à reconnaître la force exécutoire et la validité des sentences arbitrales. Effectivement, vous avez touché du doigt ce point, notamment par rapport à l'état législatif actuel, par rapport au premier point de l'exéquatur ou l'annulation, aussi bien pour l'arbitrage national ou international. Je pense que l'ambition du Maroc de faire du Maroc et notamment de Casablanca une place de l'arbitrage est affirmée à travers les différents discours du roi Mohamed VI, à travers les différentes circulaires, que ce soit celle du président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire au Maroc, mais aussi, comme l'a précisé tout à l'heure mon frère Loriol, en faisant référence à la Convention de New York. Je rappelle au passage que le Maroc est le premier pays arabe signataire de cette convention. Et puis, peut-être l'arbitrage, la médiation et tout ce qui est mode alternatif de règlements différents est typiquement ancré dans la tradition arabo-musulmane, qui fait en sorte que c'est un cheminement qui est normal de la société marocaine. Maintenant, je voulais vous poser une question plus terre à terre que vous avez évoquée tout à l'heure concernant l'état de la loi au Maroc et notamment les évolutions législatives. Et je sentais qu'il y avait une petite critique, notamment concernant l'exéquatur dans le soon-to-be code de la médiation et de l'arbitrage au Maroc. Tout à fait, chère Nesrine. Juste un petit récapitulatif. Vous avez justement souligné que le Maroc était l'un des premiers pays arabes, le tout premier pays arabe à signer la Convention de New York. Et en 2007, maintenant ça commence à dater, le Maroc s'était doté d'un livre intégré à son code de procédure civile complètement dédié à l'arbitrage. Et c'est la fameuse loi 08-05 qui est toujours en vigueur et qui est dans l'attente espérée et tellement attendue de l'entrée en vigueur de ce fameux code de l'arbitrage qui est encore soumis devant le Parlement marocain avant sa promulgation, nous l'espérons, prochaine. Donc, aujourd'hui, on avait un code, je dirais des textes qui permettaient d'encadrer en droit marocain depuis 2007 cette pratique arbitrale et celui de la médiation au Maroc, mais le législateur, et a raison, sous l'impulsion des praticiens qui poussaient à une réforme urgente du corpus législatif pour mettre ce dernier aux standards internationaux et pour promouvoir
justement le Maroc comme place d'arbitrage et de médiation, au niveau notamment régional, et comme vous l'avez indiqué, conformément aux recommandations émises par le roi Mohamed VI dans ses différents discours. Aujourd'hui, et donc ça s'est traduit dès 2019 pour un projet de révision des dispositions législatives à l'arbitrage pour créer un code de l'arbitrage, une codification des textes de l'arbitrage, où on a un certain nombre de mini-révolutions par rapport à ce qu'on connaissait au régime antérieur, avec un esprit de clarifier le régime, moderniser le corpus législatif pour accompagner l'attraction et pour donner une sécurité juridique supplémentaire aux investisseurs et les inciter à choisir effectivement le Maroc comme place et lieu et droit de l'arbitrage. Dans le cadre de cette évolution, on a globalement extrêmement beaucoup de positifs sur ce qui c'est pour l'apport attendu de ces de ce nouveau code. On a une définition beaucoup plus claire de la distinction arbitrage interne et international, avec une vraie définition de l'arbitrage international. On a abandonné la sanction de la nullité de la clause compromissoire qui ne désignerait pas les arbitres ou qui ne préciserait pas leur modalité de désignation, parce qu'on a des dispositions spécifiques qui permettent de pallier à cela. On a le renforcement du principe de séparabilité et d'autonomie de la clause d'arbitrage, qui est un élément fondamental et qui a été codifié. Il y a des précisions en matière de compétences territoriales du juge de la récusation, qui était une des lacunes également précisées. Et voilà, donc il y a un certain nombre de précisions qui étaient fortement utiles, qui étaient attendues par les praticiens. Ensuite, au rang des critiques, effectivement, je l'avais commencé à l'évoquer, on espérait effectivement que le code de l'arbitrage reviendrait sur… j'allais même pas dire reviendrait sur les textes antérieurs, parce que les textes antérieurs ne prévoyaient pas strictement et littéralement le fait que la procédure d'exécution au Maroc devait se faire de manière contradictoire. La loi de 2007 ne mentionne pas du tout cette obligation. Il s'agit d'une pratique complètement jurisprudentielle adoptée par les juges marocains, et je dirais même, non pas contre-allégale, mais en tout cas qui est une interprétation très particulière des dispositions législatives, et on a une pratique jurisprudentielle au Maroc d'avoir une procédure contradictoire. La procédure contradictoire, la critique qui est donnée, c'est qu'effectivement, elle a un effet dilatoire, elle permet d'ouvrir un débat sur la validité de la sentence qui relèverait, selon certains et selon praticiens, du juge de l'annulation, et rend complexe, effectivement, l'obtention de l'exéquatur. On militait, effectivement, beaucoup milité sur l'abandon et espérait que le projet, en tout cas, du code de l'arbitrage clarifierait ce sujet. On maintient apparemment, on codifierait, c'est en tout cas l'état du dernier projet qui a été soumis à la Chambre des représentants, ce principe du contradictoire, et donc on ne revient pas malheureusement sur ce sujet. Maintenant, je dirais ce regret est à atténuer parce que, comme je vous l'avais indiqué avec le panorama de l'exéquatur, on a une tendance très friendly et de reconnaissance de l'exéquatur par les juges marocains. Donc, et c'est pour ça que les pro-procédures contradictoires de l'exéquatur brandissent les résultats et les statistiques d'obtention d'exéquatur pour dire que, en tout état de cause, par la réalité, le principe du contradictoire n'est pas un frein à l'obtention pour les parties qui s'en prévalent de l'exéquatur de leur sentence arbitrale. Effectivement, vous l'avez très bien expliqué, il y avait des attentes en la matière, et que finalement, aujourd'hui, on essaie de se consoler en se disant qu'on va faire confiance à nos magistrats qui, eux, veillent sur la consécration du principe de l'arbitrage, malgré le fait que ce principe du contradictoire qui a commencé dans le domaine commercial pour être par la suite étendu même à l'arbitrage social est consacré aujourd'hui
au Maroc. Parmi peut-être aussi les points positifs du texte qu'on attend aujourd'hui, c'est le fait d'insister sur l'indépendance, la neutralité, l'impartialité aussi bien des arbitres que des médiateurs et aussi la consécration des notifications électroniques. Ce texte-là aujourd'hui qui a été adopté par aujourd'hui devant la deuxième chambre, il a subi les conséquences du Covid, sachant qu'il a été introduit en mars 2020, juste avant le confinement. Le Covid a fait en sorte que ça a été retardé et son adoption, on devrait l'avoir incessamment sous peu. Alors, cette intention pour vous demander aujourd'hui, on est à peu près presque 2 ans, cette expérience clinique, expérimentale aussi, je dirais. De votre point de vue, quel est l'impact du arbitral au Maroc? Est-ce que ça lui a rendu service? Est-ce que ça a été un élément positif? Dans toute situation compliquée, on peut en tirer des enseignements positifs et je pense que la survenance de la pandémie a eu au moins le mérite de mettre en relief, si tant est qu'il y en ait eu besoin, l'utilité de ces modes alternatifs de règlement des différends et notamment de la pratique arbitrale au Maroc. Durant, et vous en souvenez, et il me semble que vous étiez intervenu, chère Nesrine, sur ce sujet, durant la période du Covid au Maroc, il y a eu une suspension et un report de la majorité des audiences judiciaires, à l'exception de la matière pénale. Et donc, on a eu une semi-paralysie parce que même le système judiciaire marocain s'est quand même adapté en cours de route et on a vu des audiences en visio, même des audiences judiciaires, mais le principe était quand même la suspension des affaires et des audiences judiciaires. Donc, tous ceux qui avaient opté, je dirais, pour la justice privée, qui est l'arbitrage ou la médiation, avaient beaucoup plus de latitude pour continuer leur procédure. Et moi, à titre de praticien, j'ai pu mener au Maroc des audiences à distance, bien entendu, comme l'indiquait mon cher confrère Achille Nouanza, ce n'est pas sans problématique juridique sur les risques de validité. Il est très important d'avoir, en l'absence de cadre, dans le corpus législatif actuel, comme dans les règlements des chambres arbitrales marocaines, de dispositions extrêmement spécifiques sur le sujet, d'avoir l'assentiment express de tous les parties dans la réorganisation de la procédure. Et ce qui a été fait est bien fait. Les audiences se sont multipliées par visioconférence. On a pu mener et amener à terme les procédures arbitrales durant ces 2 ans où le Maroc a été quand même à plusieurs reprises obligé de fermer ses frontières, parce qu'il y a un impact direct. C'est le cas encore à ce jour. On a eu des confinements assez stricts qui ont, comme dans le monde entier, hein, vous me direz, mais qui ont compliqué effectivement la tenue et la poursuite des audiences procédurales. Mais force est de constater que le Covid a mis en lumière l'importance de ces modes alternatifs de règlement des différends. Je citerai aussi que cette dimension a été prise en compte, je dirais cette pandémie a été prise en compte aussi dans le code de l'arbitrage, parce que l'article 35 du projet de loi prévoit notamment de manière expresse la possibilité maintenant de tenir des audiences à distance avec des moyens de visioconférence, d'introduire par voie électronique des procédures d'arbitrage. Et donc, le législateur marocain a pris cette dimension dans le code du travail et on ne peut que s'en féliciter. Code de l'arbitrage, pardon. Merci beaucoup, mon cher confrère, pour ces explications. Et je vous remercie tous pour ce panel extrêmement riche, extrêmement dynamique. Et je pense que toutes les interventions se complètent
et permettent de dresser un panorama du développement des investissements et des transactions en Afrique qu'on espère de plus en plus prospères et dans un cadre harmonisé permettant la sécurisation des investissements, aussi bien d'un point de vue juridique que judiciaire. Donc, tous mes remerciements pour votre temps, pour vos explications. Je remercie également l'équipe LexisNexis et Icon Juris pour l'organisation du Casa Business Law Forum. Je remercie également toute l'équipe pour son dynamisme et son professionnalisme et je vous remercie tous de m'avoir fait confiance pour modérer ce débat. Ce fut un plaisir et je vous repasse la parole, Angélique. Oui, merci beaucoup Nesrine et merci à tous les intervenants pour ce panel très intéressant. Voilà, vous retrouverez sur la page LinkedIn de LexisNexis Maroc les liens vers les enregistrements des différentes sessions qui se sont déroulées tout au long de ces 3 jours, ainsi qu'un compte-rendu des interventions dans le prochain numéro de la revue Droit et Stratégie des affaires au Maroc. Moi, je vous donne rendez-vous tout de suite pour la remise des awards aux meilleurs auteurs Lexis MA de cette année. Et encore merci pour ce brillant panel et je vous dis à bientôt. Merci, à très bientôt.